regardez Bismart for Change. Nous sommes actuellement au pavillon d'Armée Nonville dans le cadre de l'événement YouSpring organisé par le groupe FICAD. Ensemble, on va parler de fatigue learning. Quel levier pour remotiver les équipes? Pour ce sujet, je reçois Lydie Atiogbe, ingénieure pédagogique et digital learning manager chez Chronos, Didier Bourris, donc directeur de la WE Academy chez SNCF Voyageurs, et Karine Noémie, directrice du développement professionnel chez AG2R, La Mondiale. Alors, Lydie, le terme de fatigue d'apprentissage émerge dans les organisations. De quoi est-ce qu'on parle exactement ? La fatigue d'apprentissage, si on reprend le learning fatigue, si on reprend les deux termes, déjà apprendre, qu'est-ce que c'est ? Apprendre, c'est saisir l'information, prendre, apprehendere en fait, ça vient de là en latin, l'étymologie. Et donc on prend l'information, c'est-à-dire qu'on fait un effort. On fait un effort et apprendre, ça nécessite de l'attention, ça nécessite de l'engagement, ça nécessite de la mise en pratique et un retour d'information et ça nécessite de consolider. Donc on voit bien qu'à la fois il y a un effort et il y a quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Et donc qu'il y ait une fatigue qui se génère par rapport à cet effort et cette intensité, c'est normal en fait de ressentir une fatigue liée à l'apprentissage. Ce qui est par contre en termes de fatigue, il y a la fatigue normale et il y a la fatigue anormale. C'est ce que définit l'assurance maladie sur ce terme qui est un symptôme médical finalement. Et donc ce qui serait la learning fatigue qu'on cherche à éviter là dans le cadre de notre échange, ça serait cet effort intense et prolongé d'apprentissage qui entraînerait une fatigue anormale, c'est-à-dire avec laquelle on ne récupère pas facilement finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une question du coup de trop de formation dans cette notion de fatigue learning? Donc, il y a la question de la quantité de formation, il y a la question de la quantité d'information dans la formation, il y a la question du rythme, on va sûrement en revenir aussi à travers les prochaines questions. Mais voilà, c'est en tout cas la solution telle qu'on l'a vu dans notre échange tout à l'heure, c'est cette nécessité d'équilibre finalement entre l'apport de contenu, les méthodes pédagogiques. Voilà. C'est vraiment une question d'intensité, de prolongement de cette intensité dans le temps qui ne doit pas être présente en fait, sinon ça génère de la fatigue. Didier, comment est-ce que cette fatigue, elle se manifeste concrètement chez les apprenants et comment les équipes pédagogiques peuvent-elles mieux l'anticiper? Alors comment elle se manifeste? On a tous les stagiaires qui dorment pendant toutes les formations. Non, trêve de plaisanterie. Comment En fait, aujourd'hui, dans le concept de fatigue learning, c'est un concept marketing comme il y en a plein. Est-ce que c'est nouveau? C'est une vraie question. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui les choses changent? Ce qui change, c'est pas forcément la difficulté d'apprentissage, qui est finalement, quand on regarde, que ce soit des élèves, que ce soit des professionnels, enfin, on a toujours eu la même difficulté à travers ce que Lydie disait tout à l'heure. Par contre, ce qui change, c'est aujourd'hui, on est dans un environnement de multiples sollicitations. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un écran qui est celui sur lequel est affichée la formation, mais éventuellement un ou deux téléphones dans la poche, plus peut-être un écran externe sur lequel est affiché quelque chose, plus toutes les préoccupations qu'on a. Donc aujourd'hui, ce qui génère cette fatigue, c'est finalement tout notre environnement habituel de travail. De plus, on se retrouve quand même dans un environnement où à quelques exceptions près. Les exceptions, c'est quand on est sur des rôles de production pure et dure. À ce moment-là, on est dégagé de notre production. La production va tourner sans nous et on va faire de la formation. Mais dans bon nombre de cas, la formation, notre travail ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on est formé, mais en permanence, on peut avoir des mails qui tombent, on peut avoir des Teams qui tombent, on peut avoir un certain nombre de choses qui nous sollicitent en parallèle de la formation et qui nous préoccupent. Et c'est cet environnement de multitasking qui fait que, mécaniquement, ça se traduit par une attention qui est moins présente, qui peut entraîner certaines absences. Est-ce qu'on en avait plus maintenant, est-ce qu'on en a plus maintenant qu'on en avait avant? Oui, je pense qu'on en a plus maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit combattre? Ça, c'est une question que j'ai, sur laquelle j'ai beaucoup de mal à avoir une réponse. C'est-à-dire, la formation doit préparer finalement le collaborateur à travailler dans son environnement. Son environnement, ça sera un environnement de multiples sollicitations. Donc est-ce que la formation doit être une bulle isolée qui permet justement de travailler de manière extrêmement protégée pour être concentré sur ce qu'on a à apprendre, ou est-ce qu'au contraire, on doit apprendre dans un contexte professionnel qui soit finalement, donc dans un contexte de formation qui soit le plus représentatif du contexte professionnel, donc fait avec de multiples sollicitations, et d'accepter finalement ce côté difficile de l'apprentissage pour justement préparer encore mieux
nos salariés et nos collaborateurs. C'est une question sur laquelle difficile de choisir, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tous nos stagiaires ont un téléphone dans la poche. Voilà, même certaines personnes qui ont des casques dans les oreilles, en ayant les cheveux longs, on les voit qu'au bout d'un certain temps. Donc, voilà, il y a quand même un environnement qui est particulier aujourd'hui. Comme un retour à l'école, finalement. Comme un retour à l'école, avec des gens qui sont plus ou moins motivés. Voilà. Parce qu'on n'a pas parlé de la motivation, mais ça pourrait, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, ça peut être aussi un sujet. On va y venir, mais Karine, je me tourne vers vous. Chez AG2R, est-ce que vous avez été amené à adapter vos dispositifs ? En tout cas, on cherche des solutions pour effectivement faire en sorte que l'apprenant ait envie de s'engager dans les contenus des formations. Donc on sait que on a différentes façons d'apprendre et suivant ses préférences, on peut être plus réceptif à une vidéo, à un contenu digital, à un intervenant extérieur, etc. Donc on multiplie en fait les supports de formation. Et puis on sait aussi qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent vraiment bien. Donc par exemple sur tout ce qui est digital, le fait d'avoir un marketing, un look and feel qui soit engageant, qui finalement change un petit peu de l'ordinaire. On a par exemple mis en place un escape game digital où on est dans un environnement de super-héros et on voit que ça fonctionne. Alors, pas pour tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, le fait d'être dans un environnement complètement différent de son quotidien, ça permet un engagement plus important. Autre exemple, le fait de finalement créer la formation comme un événement. Donc on met en place par exemple un calendrier de l'Avent à l'approche des fêtes de l'apprentissage ou à l'été un summer campus ou un cahier de vacances où finalement on va mettre l'accent sur des contenus de formation qu'on souhaite pousser auprès de nos collaborateurs, plutôt sur des sujets de soft skills et pour leur permettre là aussi de finalement se développer dans une période qui est plus propice. Et on se rend compte que justement, si on cherche des indicateurs pour se dire est-ce qu'il y a un peu moins de fatigue learning, est-ce que ça marche, on voit que les taux d'engagement et de complétion des contenus sont beaucoup plus forts dans ce cadre. Donc ça, c'est deux exemples que je peux citer. Lydie, je m'adresse à l'ingénieur pédagogique. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu autour du format ? Est-ce que le format, la diversité des formats, ne permet pas un peu d'éviter le fatigue learning, en tout cas au moins pour certains collaborateurs? Donc, en partie, ce sera toujours une question d'équilibre aussi dans notre format. Oui, de la variété, ça va aider à parler au maximum de types, de profils d'apprentissage, donc ça c'est sûr. Mais si on se retrouve après avec des formats qui sont trop découpés, où il n'y a pas un sens, il n'y a pas un fil conducteur entre les différents formats, on va de nouveau le fatiguer parce qu'il va devoir se replonger dans chaque format, notre apprenant, et ça va générer de la fatigue finalement. Donc ce qui va être important, c'est la variété, mais c'est ce fil rouge, ce fil liant, conducteur entre les différents formats, quoi. Didier, on insiste beaucoup sur le fait que le numérique a été une opportunité formidable en termes de formation. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça devienne aussi un piège ? Alors, c'est une opportunité, on parle de fatigue, faire déplacer des gens d'un endroit A à un endroit B pour se former et puis le soir revenir ou rester pendant quelques jours en déplacement, ça génère de la fatigue. Donc en ça, oui, c'est clairement une opportunité. Ça permet de mettre à disposition de chacun sur son poste de travail, à l'endroit où il est, les contenus qui vont bien. Après, je reviens au sens et au fil dont parlait Lydie. Et on a vu durant le salon Uspring plein de sujets sur l'IA, qui est la préoccupation de tout le monde parce que plein de gens y voient un intérêt, mais il ne faut pas oublier l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif d'une formation, ce n'est pas d'être dispensé, c'est d'en créer un savoir. Et on sait très bien qu'en créer un savoir, ça ne se fait pas en 2 jours, et ça ne se fait pas forcément seul derrière notre écran. Si je prends aujourd'hui, on a envie de se former au bricolage, donc sujet qui n'a pas forcément à voir dans le monde professionnel, j'encourage tout le monde à aller sur YouTube et à regarder des vidéos. Je suis seul, le numérique me permet, depuis chez moi, d'accéder à des vidéos où je vais tout apprendre. Démonter un WC, monter un parquet, je vais tout pouvoir apprendre. Et j'en parle en connaissance de cause. Mais, si je ne passe pas à l'action, rien ne se passera. Donc, le digital, le numérique, sans passage à l'action, rien ne se passe. Moi, c'est parce que j'ai remis en état une maison que petit à petit, j'ai appris à faire en me plantant.
parce que le digital me prévenait pas de tout, mais parce que je me plantais et que j'avais pas le choix, il fallait bien que les WC fonctionnent, et ben petit à petit les choses se sont mises en place. Donc le piège, c'est de croire que le digital, le numérique, l'IA, c'est le truc où on appuie sur un bouton et à partir de là, les contenus sont acquis, tout le monde s'y est mis et tout le monde est au point et conscient de ce qu'il a à faire. Là, c'est une erreur et c'est une sorte de croyance un peu permanente que la technologie va tout résoudre. Par contre, utiliser le digital pour atteindre des populations qui sont parfois difficiles à atteindre, qui ne sont pas forcément disponibles, utiliser le digital pour surprendre dans une formation et permettre de sortir du cours un peu magistral qu'on peut avoir dans certains cas, donc déstabiliser un tant soit peu, surprendre dans une formation, mais ça doit s'utiliser avec un sens. Et donc c'est ce fil qu'il ne faut pas oublier, et c'est comme une... Moi, j'ai démarré dans le conseil il y a quelques années ma carrière. On faisait des grands dossiers sur Word au début. On a vu PowerPoint arriver. Et donc, on a des gens qui ont fait des slides, mais qui oubliaient le contenu. Donc voilà, il ne faut pas oublier le pourquoi on fait telle formation, le sens vraiment. Et ça, on a tendance avec la techno à s'abriter derrière la techno. Donc à ne pas oublier. Alors, à Uspring, il y a un élément qui est assez intéressant et que beaucoup soulignent, c'est le lien qui est créé autour de la formation. Est-ce que le numérique, finalement, ne serait pas un frein à cette création du lien qui, au-delà du contenu de la formation elle-même, apparaît de lui-même, le fait de se rassembler entre collaborateurs, entre équipes? Est-ce que le numérique n'empêche pas, finalement, la création de ce lien? Alors, je vous donne un exemple, parce que le numérique, il est protéiforme aussi. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Hein. Voilà. On fait une formation. Dégager des gens de la production, c'est toujours très compliqué. Nous, on essaye de mettre en place des ateliers post-formation pour échanger entre pairs. Sans digital, c'est inenvisageable. Parce qu'on ne pourra pas faire revenir les gens sur nos campus pour leur faire un atelier d'1 heure ou 2 pour partager entre pairs. Donc le digital nous apporte un vrai accélérateur, une vraie simplicité. Par contre, oubliez ce que vous dites, c'est-à-dire oubliez qu'une formation, c'est un lien qu'on crée avec un formateur qui peut être inspirant, qui peut être enthousiasmant, sur lequel on peut se projeter à un moment donné. Oubliez que la présence d'un directeur, d'un sponsor dans une formation permet à un moment donné d'incarner quelque chose. Oubliez que ce facteur humain est vecteur d'émotion et penser que le simple écran suffira à transmettre quelque chose, c'est là qu'on fait fausse route. Donc voilà, il faut l'utiliser, mais avec le mot équilibre dont parlait Lydie tout à l'heure. Oui, puis on parle de plus en plus de blended learning. C'est comment finalement on inscrit ces briques digitales dans un parcours plus complet. Par exemple, le fait d'avoir des journées présentielles et ensuite des temps en distanciel, mais donc il peut y avoir aussi des pre-work, donc arriver en formation avec un contenu minimum et un vernis que l'ensemble finalement des apprenants ont pris connaissance. Et ensuite, après la formation présentielle, avoir des temps de partage entre pairs, soit sur la mise en pratique de certains contenus. Donc comment ça s'est passé dans mes équipes après avoir tenté telle ou telle action, et également de co-développement. Et ça peut se faire bien sûr en présentiel, mais ça marche très bien aussi en distanciel. Une fois que justement la connexion a eu lieu, une fois qu'il y a eu ce lien qui a été établi en présentiel, le digital finalement peut prendre la suite et permet vraiment ces ancrages. Alors, on l'a bien compris, vous avez assez insisté dessus, la notion d'équilibre, elle est fondamentale. Lydie, qui est garant de cet équilibre dans la formation? Est-ce que c'est le concepteur, le manager ou l'apprenant lui-même? Les trois à la fois, vous allez me dire, je suppose? Bah oui, c'est une affaire de tous, hein. La fatigue d'apprentissage, l'efficacité de l'apprentissage. Alors c'est avant tout l'apprenant. Moi je dis toujours aux formateurs que je forme, qui apprend? C'est pas vous qui apprenez, hein, c'est lui, hein, c'est son cerveau à lui qui va se développer. Donc, forcément, il faut réussir à faire en sorte qu'il soit acteur de son apprentissage et qu'il gère lui-même, qu'il sache mesurer. Est-ce que dans quel état de fatigue je suis là à ce moment-là? Mais tu le disais tout à l'heure, Didier, dans la conférence, tout le monde n'a pas cette maturité et cette capacité à auto-analyser sa façon d'apprendre, auto-analyser son niveau de fatigue d'apprentissage et réguler son propre plan d'apprentissage. Donc, l'apprenant, on ne peut pas le laisser seul face à tout ça. C'est pour ça que les solutions e-learning où il n'y a que le contenu qui est à disposition, ça ne fonctionne pas et ça perd d'efficacité parce qu'il y a besoin de cet accompagnement.
L'accompagnement, il est fait par le formateur, bien sûr, sur le temps de formation, par son expertise, parce que lui, il va venir le diriger, il va venir consolider, il va venir mettre de l'histoire, de l'anecdote, de l'émotion sur ce contenu, il va le faire vivre, il va le rendre vivant, il va le raccrocher au sens de l'objectif, mais le manager est absolument clé aussi, parce qu'il y a cette question de comment je me prépare avant de venir en formation. Si j'arrive les mains dans les poches, en mode bah, vas-y, balance-moi ton contenu, l'expert, bah non, ça ne marche pas. Il faut qu'on vienne préparer. Et là, le manager a un rôle clé, à la fois dans le brief formation. Pourquoi tu vas faire cette formation? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Comment je le raccroche à notre entretien annuel et à notre plan de développement de compétences? Et puis, le temps post-formation pour accompagner ce difficile passage à l'action de notre apprenant. Si je peux me permettre, oui, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux une formation sur un sujet peut-être anecdotique, mais sur lequel le collaborateur a envie vraiment de développer des compétences, ou est-ce qu'il vaut mieux le former sur quelque chose dont il en a rien à carrer, entre guillemets, mais sur lequel le manager est convaincu? À titre personnel, je pense qu'il vaut mieux former se former sur les choses sur lesquelles on a envie de développer des compétences. Et donc, c'est bien la responsabilité à un moment de l'apprenant et du manager de trouver ce chemin. Après, le formateur, entre guillemets, il est dans son rôle et il est dans sa mission. Mais il y a bien une responsabilité partagée à un moment donné de bien identifier collectivement le sujet vers lequel on veut se former. Il y a trop de formations qui sont vues comme des formations un peu obligatoires, un peu obligées, tu n'es pas bon donc tu dois te former, qui sont vues vraiment comme une contrainte plus qu'une opportunité. C'est là où ce lien collaborateur-manager est important pour en faire vraiment un levier d'opportunité. Karine, comment est-ce qu'on sensibilise et on accompagne non seulement les formateurs, mais aussi les responsables pédagogiques, afin vraiment d'intégrer cette vigilance dans leur pratique? Je crois que le monde de la formation a depuis toujours été beaucoup en mouvement, en évolution. Les formateurs, les concepteurs pédagogiques évoluent avec l'évolution de ce contexte de formation. Et donc ce qui est évident, c'est qu'il faut re-questionner, repenser ces contenus très régulièrement. Ne pas se reposer sur ses acquis, se dire tiens, ce programme il marche super bien, donc on peut continuer comme ça. C'est vraiment à chaque fois se reposer la question. Et puis il y a une période maintenant qui commence à être un peu plus loin de nous, mais qui était celle du Covid, où finalement l'ensemble des concepteurs pédagogiques, des formateurs ont dû très très rapidement repenser leurs modalités de formation pour continuer à former. Nous, on a vécu cette période où on devait lancer un très gros programme de management. Ça a continué. On a fait, évidemment, vous vous en doutez, là pour le coup, beaucoup en distanciel. Et puis de la même manière, quand on a repris une vie plus normale, c'est comment, là aussi, on rééquilibre tout ça, on réinjecte du présentiel, comment les contenus aussi, finalement, peuvent être présentés de manière plus ou moins détaillée, avec plus ou moins de mise en pratique d'exemples pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, avec l'IA, on se re-questionne aussi de la même manière sur comment de plus en plus personnaliser les parcours. Donc dès le départ, pouvoir faire en sorte que l'apprenant il ait une évaluation de ses compétences. Donc comme un des piliers d'apprentissage de Stanislas Dehaene, qui est finalement le retour d'informations. Et donc régulièrement pouvoir proposer aussi aux collaborateurs à quel niveau il en est quelque part de son apprentissage et débloquer les contenus qui conviennent. Je pense qu'on a la chance dans le monde de la formation d'avoir des personnes qui ont cette habitude de se re-questionner quand même régulièrement pour faire évoluer leur pratique. Didier, côté direction ou financeur, est-ce que cette fatigue elle est prise au sérieux ou est-ce qu'on minimise pas un peu la fatigue? Alors, je pense que le concept de fatigue learning, il n'est pas forcément connu. Enfin, je pense que dans ce salon Uspring, on est dans un entre-soi de gens habilités à la formation. Je ne suis pas sûr que le concept soit forcément appréhendé. La préoccupation d'un dirigeant, entre guillemets, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance de la formation. Ça, je n'ai jamais entendu un dirigeant le remettre en cause. Par contre, il y a une volonté que ça prenne le moins de temps possible. Parce que, notamment pour des acteurs de production, je pense que pour des managers, c'est un peu différent. Parce que là, on est bien conscient qu'il y a de la matière molle, il y a quelque chose. Mais la capacité à être opérationnel rapidement, c'est une préoccupation de tous les instants, une préoccupation de performance. Donc je pense que
la difficulté aujourd'hui des dirigeants, c'est pas forcément d'être conscient ou pas de la fatigue learning. La difficulté aujourd'hui, c'est de réussir à faire le tri entre ce qui est essentiel pour tenir un poste par rapport à une capacité de disponibilité pour la formation. Quand j'ai créé la We Academy, j'avais pris contact avec une responsable d'une académie pour m'inspirer un petit peu, et je lui avais dit c'est quoi la principale difficulté. Elle m'avait dit la principale difficulté dans la formation, c'est le lean. Le lean parce que ça empêche d'avoir du temps pour se former, et le lean parce que ça empêche d'avoir du temps pour des gens qui forment. Et ce truc-là est assez vrai, et montre bien que la structuration de nos organisations sans temps dédié, sans temps garanti à la formation, est un vrai problème pour s'organiser et dispenser. Or, on est dans un monde qui évolue de plus en plus. On est dans un monde où les technologies n'arrêtent pas de changer. On est dans un monde où, jusqu'à présent, quand on faisait le même métier, notre métier il changeait, il s'améliorait. Aujourd'hui, il ne s'améliore plus, il évolue, il change du tout au tout. Et donc, ça nécessite cette formation. Et il faut qu'on arrive à construire des modules de formation qui permettent, au fil du temps, de s'adapter, de renouveler sa pratique en prenant le moins de temps possible. Ça, nos dirigeants nous le demandent, et à nous de résoudre cette quadrature du cercle. C'est intéressant, vous l'avez dit. Si on essaye de sortir un peu de cet entre-soi Uspring, quelles sont les conséquences concrètes du fatigue learning? Qu'est-ce que ça peut provoquer? Je pense que ça peut être intéressant d'évoquer le sujet, Lydie. Oui, moi j'en parlais tout à l'heure, c'est que ça provoque... S'il y a trop de fatigue, il y aura une inefficacité d'apprentissage. Forcément, on ne veut pas ça en tant que formateur ou en tant que responsable formation. Ça peut entraîner de la démotivation. C'était aussi le thème de notre table, vraiment de se dire, est-ce que cette fatigue, elle ne va pas entraîner de la démotivation? Mais quand on nous préparait, on se disait aussi, mais la démotivation, quelque part, est-ce que je ne ressens pas plus la fatigue quand je suis démotivée? Donc on voit bien que c'est un peu la poule et l'œuf. On ne sait pas trop entre la motivation et la fatigue qui démarre. Mais moi, je mettais en avant aussi le bien-être du salarié, en fait, de l'apprenant, parce qu'il y a 6 facteurs de risques psychosociaux, et un des facteurs, c'est le rapport Golac qui met en avant ces 6 facteurs. Un des facteurs, c'est l'intensité et le temps de travail. Donc, cette question de l'intensité, de l'apprentissage, du temps qu'on accorde pour pouvoir se former, mettre à jour nos compétences en permanence, si on n'en prend pas soin, on ne prend pas soin de notre collaborateur, quoi. Donc c'est un vrai sujet. Donc finalement, on sort vite de l'aspect learning, finalement. Ça a des conséquences, en tout cas, qui vont beaucoup plus loin. Il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que on sait relativement bien, je pense les uns les autres, dire combien coûte la formation, combien coûte le learning. On sait beaucoup plus difficilement indiquer combien coûte la non-compétence. Et mesurer cette non-compétence, finalement, donc c'est très difficile de se battre, puisque finalement on voit la formation comme un coût, alors que si on était capable d'évaluer l'impact de la non-compétence, on pourrait l'évaluer par rapport à un gain. Et ça, c'est très très difficile. Et donc, quand on parlait de sensibilisation aux managers, mais en effet, on dépasse le sujet de la fatigue. On est vraiment sur la capacité de former et de rendre opérationnels nos agents, nos collaborateurs. Aujourd'hui, quand on parle de service client, on est tous en concurrence, et j'ai beau être SNCF, je suis en concurrence, on est tous en concurrence, et quelque part, c'est le service qui fait la différence. On le voit dans plein de métiers, c'est la capacité à créer la différence, à créer l'effet mémoire, et à créer la préférence. Et donc, si on n'est pas capable d'amener nos collaborateurs à porter ce message-là, on perd énormément d'argent. Donc c'est ce truc-là qu'il faut réussir derrière la fatigue learning. La conséquence, c'est qu'on rate des formations, on passe à côté des formations, on dépense de l'argent pour rien, et alors qu'on ferait mieux peut-être d'en consacrer un petit peu plus, mais d'avoir une efficacité nettement plus importante sur l'ensemble de nos collaborateurs. Karine, sur ces conséquences. Oui, non, et je rebondissais sur ce que disait Lydie, que finalement, on parle de fatigue learning. On s'inscrit vraiment dans un contexte global de fatigue cognitive. Bien sûr. Donc, on sait aujourd'hui que les collaborateurs passent en moyenne 7 heures de leur semaine en réunion, 15 heures pour les managers, ce sont des moyennes. Si on regarde les mails, c'est minimum une centaine de mails par jour à traiter, et on sait qu'on a des contextes et des positions où il y en a bien plus. Et en parallèle, on a une durée d'attention qui chute inexorablement. Donc être en capacité de capter l'attention d'une personne dans ce contexte-là, c'est vraiment ça. C'est comment, dans les 5 premières minutes, finalement, et avec le sens, bien sûr, et avec une préparation en amont,
l'apprenant est du coup dans des meilleures dispositions pour pouvoir se développer. Karine, je reste avec vous. Est-ce que la formation de demain, elle sera compatible avec les objectifs de performance qu'on assigne de plus en plus à ces dispositifs? Je l'espère. Effectivement, la formation de demain, je disais tout à l'heure, elle doit s'adapter. Et nous, on fait beaucoup le lien, enfin moi je fais beaucoup le lien entre les tendances d'évolution des métiers et des compétences et la formation. Donc finalement, si on arrive à plugger ensemble ces deux volets, c'est-à-dire si on réussit à faire en sorte que la formation soit toujours en réponse aux évolutions qu'on identifie, là, ça peut fonctionner. Et je dirais c'est au-delà de la pure formation. Enfin, nous, on parle beaucoup dans nos métiers du modèle 70-20-10, c'est que finalement, on apprend beaucoup plus quand on est on the job. C'est-à-dire que quand on pratique, c'est là où finalement les compétences s'ancrent plus. Donc, au-delà de toutes les merveilleuses formations qu'on pourra déployer, c'est comment finalement on arrive à imbriquer tout ça dans un vrai parcours, donc au bon niveau, au bon moment, sur les bonnes compétences. Bien, je vous remercie pour cet agréable échange. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt sur Be Smart for Change.